Royaume-Uni a dit une fois encore non à l'Europe. Le pays veut garder son indépendance et protéger sa City. Les Britanniques sont près de 60% à applaudir la fermeté de leur Premier ministre. David Cameron, vous le savez, a refusé vendredi à Bruxelles de modifier les traités européens pour plus de discipline budgétaire. C'est l'Europe donc aujourd'hui à 26 et non plus à 27. A-t-il eu raison, David Cameron, de quitter le navire? Quelles conséquences à la fois pour l'Europe mais également pour sa coalition en place? N'est-ce pas encore un signe supplémentaire du nationalisme ambiant en Europe ou de l'exception britannique? Eh bien, on en parle ce soir avec, pour certains, ils sont britanniques, avec des europhiles, mais également avec des eurosceptiques, avec Anne-Elisabeth Moutet. Bonsoir Anne-Elisabeth. Vous êtes éditorialiste pour le Sunday Telegraph. En direct de Strasbourg avec nous, Marta Andreasen, bonsoir. Vous êtes députée européenne, membre du parti du UK Independence Party, et vous militez pour la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Guillaume Clossat, bonsoir. Vous êtes le président d'Europa Nova, qui est un think tank européen. Vous êtes l'auteur de L'Europe, la dernière chance, avec Jean-François Jamay, c'est aux éditions Armand Collin. Et puis avec nous, Douglas Herbert. Douglas Herbert, vous le connaissez, puisque vous le voyez tous les jours sur notre antenne. Il est américano-britannique, spécialiste de politique internationale à France 24. Et Douglas est assez critique, vous l'entendrez, sur la décision de David Cameron. Alors David Cameron s'est expliqué ce lundi devant le Parlement. Il s'est expliqué donc sur ce veto britannique, sur ce non britannique. Je vous propose tout de suite d'écouter le Premier ministre. Nous avions le choix entre signer un traité sans garde-fou ou alors ne rien signer. Nous avons préféré ne pas signer. Et cela n'a pas été une chose facile à faire, mais c'était ce qu'il fallait faire. Le résultat, c'est que maintenant, les pays de la zone euro et les autres pays font des arrangements entre eux afin de résoudre leurs propres problèmes. Marta Andreasen, est-ce qu'il a eu raison, David Cameron, de quitter le navire? Bon, c'est clair pour moi que laisser la politique fiscale de le Royaume-Uni dans les mains de la Commission européenne ou, dans ce cas, dans les mains de la France ou l'Allemagne, c'est, hors d'être une terrible erreur, une vraie castration de la souveraineté du pays. Et donc, bien que je comprenne que Cameron a voulu défendre les intérêts des Britanniques, c'est vrai que maintenant le Royaume-Uni se trouve dans une position très difficile parce que c'est comme un membre du club de deuxième classe. Il ne peut pas intervenir dans les décisions de cette Europlus et même de l'Union européenne. Donc pour moi, c'est le moment de prendre la décision de quitter définitivement l'Union européenne. Anne-Elisabeth Moutet, je vous ai vu sursauter quand Marta Andreasen a parlé de la castration de la souveraineté du pays. C'est fort. Même Margaret Thatcher n'avait pas dit des choses pareilles. Cela dit, je pense que Marta a raison. Je pense qu'effectivement, la situation de David Cameron est une très mauvaise situation s'il ne sort pas de l'Europe. Alors c'est vraiment un pari important et probablement dangereux. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'il dit, etc., à ce que tout le monde dit en Grande-Bretagne, il n'a pas de veto depuis le traité de Lisbonne. Il y a un certain nombre de choses très spécifiques sur lesquelles on a le droit d'arrêter les procédures, mais sinon, essentiellement, tout ce qu'il a décidé, c'est qu'il allait faire la chaise vide et que, en particulier, toutes les questions de réglementation financière européenne vont être décidées sans la Grande-Bretagne. Donc, si la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne, c'est le plus mauvais choix possible, puisqu'elle n'a aucun moyen d'influer de quelque façon que ce soit sur des choses qui vont affecter très directement la City. Et par ailleurs, dire que la City peut s'en affranchir dans la mesure où la City elle travaille avec tous les flux financiers du monde, mais avec les flux financiers européens, et que le plus gros employeur de la City, c'est Deutsche Bank, et qu'ensuite il y a Société Générale et Crédit Agricole, et ben la réalité, c'est que la City va être obligée de suivre ces règles financières, sinon elle ne pourra pas opérer sur le continent. C'est une mauvaise décision, donc, Anne-Elisabeth. Douglas. Je suis complètement d'accord. Effectivement, David Cameron vient de se tirer une balle dans le pied. Parce qu'en fait, on sait qu'il y a toujours eu un écart entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Ça, c'est pas question, quoi. Mais le problème qu'il vient de renforcer, de souligner cet écart d'une manière très, très, très dure, d'une manière où il se retrouve dans une position assez difficile. Et à mon avis, c'est parce qu'il s'est plié complètement aux exigences de l'aile conservateur de son propre parti, au sein de son propre parti, les Tories, qui vraiment, c'est quasiment comme si, et les Tories, une coalition des Tories, et ainsi que la City, les banquiers, les financiers de la City de Londres, lui ont dicté la loi, effectivement. Je suis d'accord, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que depuis 30 ans au Royaume-Uni, il y a un énorme
énorme mensonge, c'est qu'on ne dit pas la vérité aux Britanniques. Et la vérité des Britanniques, c'est qu'ils ont fait le choix de la croissance et que la croissance, pour un pays de la taille du Royaume-Uni, ne peut se concevoir qu'avec les autres pays européens. Et que la croissance britannique, comme la croissance française, comme la croissance allemande, dépend, parce qu'on va chercher des dixièmes de points de croissance, essentiellement de la relation qu'on a avec les autres pays membres de l'Union européenne. Sachant que la moitié du commerce extérieur britannique dépend des autres pays sûr, européens. Mais en plus, quand tout même. le système financier. Et donc la vérité, c'est que la souveraineté de la France, comme celle du Royaume-Uni, comme celle de l'Allemagne, elle est partagée. Et ça ne fait plus sens de penser à la souveraineté au niveau national, au niveau économique. Et ça, on ne le dit pas. Et ni la France, ni l'Allemagne, ni le Royaume-Uni n'ont voulu le dire. Et résultat, qui le dit? C'est les agences de notation. C'est les agences de notation qui pointent la réalité, une réalité que les citoyens... Non, mais il faut voir les rapports. Ils ne sont pas compétentes, les agences de notation. Rappelez-vous que ce sont les gens qui ont tout de même donné le AAA à tous les paquets de subprime. Les agences de notation, elles ne sont peut-être pas compétentes, mais elles posent de vrais problèmes. Elles expliquent que le monde a changé et que nos grands partenaires... Mais c'est le même discours qu'ont les États-Unis, la Chine, le Brésil. Ils disent, écoutez, le monde a changé, les États européens sont trop petits et on vous considère comme une entité globale. À partir de là... Non, mais il faut le dire. Non, mais vous avez tort. Regardez les chiffres. L'Europe, c'est 37% du PIB mondial. Oui. Je vais vous donner la parole. Les États-Unis, c'est 22%, la Chine, c'est 8%, le Brésil, c'est 2%. Alors, je suis désolé, mais on est tout de même le continent le plus fort. Mais attendez, alors, quand les agences de notation viennent essayer de nous donner des avertissements sur la note de la plupart des pays européens, je suis d'accord sur... Mais regardez juste ce qu'ils disent, et ce qu'ils disent, là, ils n'ont pas tort. Ils disent, la croissance de vos pays dépend... est complètement interdépendante et vos processus de décision ne sont pas adaptés à la mondialisation. Et là, sur leurs analyses, ils ont raison. Sur la manière de nous noter, je veux bien, ils ont tort, mais sur les analyses, ils ont raison. Maintenant, juste sur mais je voudrais que Martha, je vais vous laisser terminer, Guillaume Clossat, mais je voudrais que Martha Andreasen quand même réagisse à votre argument. Quand vous entendez Guillaume Clossat qui parle aujourd'hui d'interdépendance entre tous les pays, cette interdépendance économique, quand on sait que le Royaume-Uni, la moitié de son commerce extérieur va en direction des pays européens, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un pari risqué quand même que fait David Cameron? Est-ce que le Royaume-Uni peut exister sans les autres pays européens économiquement? Oui, je pense que le Royaume-Uni, c'est le mieux positionné, je dirais, pour continuer à développer l'économie sans être dans l'Union européenne. C'est vrai que tous dans le monde, on a besoin d'avoir des relations économiques et commerciales avec tout le monde qui on peut. Mais c'est pas, je pense que le Royaume-Uni aura besoin de développer des autres relations commerciales et économiques. Mais le problème, c'est ici que deux choses. Une, c'est que c'est la démocratie qui gêne aux Britanniques, vous savez. Donc c'est ça qui est c'est le problème que Cameron a, parce que les gens n'en veulent pas que, comme l'Italie ou la Grèce, on tombe sur des gouvernements qui ne sont pas élus par les citoyens. Oui, alors je voudrais que nos invités, je voudrais justement, Martha, je voudrais que nos invités, Martha Andreasen, réagissent justement à votre argument. Ce que vous dites, en gros, c'est que les politiques, en fait, finalement, vont dans le sens de leurs opinions publiques. On rappelle que près de 60% des Britanniques sont pour sortir de l'Europe et que finalement, en Europe, on ne respecte pas la souveraineté aujourd'hui des peuples. Alors, deux choses. D'abord, Cameron a quand même rappelé que le Royaume-Uni dépendait de l'Europe et qu'il y avait besoin d'une eurozone qui soit forte et beaucoup plus intégrée. Et donc ça, il l'a rappelé à plusieurs reprises depuis 3 mois. Et il a dit c'est important pour le Royaume-Uni. Le problème, c'est qu'il y a une schizophrénie. C'est que d'un côté, il a besoin en vérité d'une Europe qui aille, d'une Europe continentale, au moins d'une Europe... du noyau dur des 17 de la zone euro qui aille vers un noyau dur fédéral. Mais de l'autre côté, si ça va vers un noyau dur fédéral, ça permettra sans doute de stabiliser l'économie britannique. Mais le risque pour le Royaume-Uni, c'est que les règles qui soient prises par ce noyau dur, notamment dans le domaine financier, impactent la cité. Et là, il y a une schizophrénie. Et deuxièmement, sur la démocratie... Voilà, justement, sur la sphère politique, sur la démocratie, on respecte la souveraineté du peuple. Le peuple dit non à l'Europe. D'accord. Mais ça, c'est la faute de l'Europe. Ça, c'est la faute de l'Europe. Attendez,
mal vendu et où il y a un vrai déficit démocratique. Oui, et là où les Anglais ont raison... Ils n'ont pas expliqué l'Europe aux Britanniques, et également il y a la presse tabloïde en Grande-Bretagne qui est farouchement contre l'idée de l'intégration européenne. Elle a raison. Et en fait, sur certaines des décisions européennes, elle a raison. Quand 37 Pékin, dans une pièce à Bruxelles, décident que 500 millions d'Européens ne vont pas pouvoir lire le soir parce que les ampoules électriques vont changer, c'est pas démocratique. Quand la Constitution européenne de 2005 nous est proposée et qu'on se rend compte que le Parlement qui est élu est sujet à une commission qui n'est pas élue, essentiellement, il y a un déficit de démocratie dans les institutions européennes, dans le processus européen. On est essentiellement pour l'idée européenne, mais moi je comprends complètement les Anglais qui, politiquement, dans un pays qui a tout de même créé la démocratie depuis plus de 1000 ans, qui disent non, on n'a pas envie de cette manière d'administrer les gens, on n'a pas envie de ce déficit d'organisation, on n'a pas envie de tout un tas de décisions prises d'une manière totalement opaque. C'est pour ça que de plus en plus de voix, plus en plus de voix se prononcent pour une Europe fédérale, c'est-à-dire pour une démocratie fédérale à l'échelle de l'Union. Et vous avez aujourd'hui dans tous les pays... Et en quoi elle sera différente de ce qu'on a maintenant, parce que d'abord on élira la Commission européenne, on élira le président de la Commission européenne, les députés européens changeront de feuille de route et auront plus de légitimité. Et c'est ça, c'est que l'Europe sera le reflet d'une véritable démocratie européenne. Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que nous avons décidé de faire l'Europe des nations et pas l'Europe des peuples. Et donc il y a un changement de référentiel qui est en train de se faire. Et vous voyez que dans tous les pays de l'Europe continentale, et même aux Britanniques, il y a de plus en plus de leaders d'opinion qui disent qu'il faut changer les règles de la démocratie européenne, de l'Union européenne, pour aller vers une vraie démocratie fédérale. Et l'enjeu est là. Attendez, on s'entend plus. On s'entend plus. Marta Andreasen voudrait réagir. Allez-y, Marta, parce que là, on s'entend plus. Allez-y. Ce qui s'est passé, c'est que la Commission européenne qui devrait prendre toutes les décisions, qui vraiment essaye de nous renforcer la législation et tout ça, et il n'est pas accountable. Donc, il n'est pas effectif, vraiment. Il n'a pas géré les choses comme il faut. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Que les pouvoirs a sorti de la Commission européenne. Mais attendez, les États ont voulu que les États... Et ça, c'est la faute de la Commission européenne. Et même, je peux dire que ce Parlement européen, et je suis membre de ce Parlement, je suis députée, n'a pas aidé à la Commission à avoir le pouvoir et les contrôles, surtout les contrôles de la situation économique, politique et tout ça. On doit se rendre compte que les premiers pays qui ont fait faute sur les pactes de stabilité, c'était la France et l'Allemagne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la Commission a fait? Rien. Donc, Douglas, je suis un peu d'accord. En fait, Douglas. Non, mais en fait, il s'agit en ce moment d'une marche forcée, d'une certaine manière, vers un fédéralisme. Mais en fait, il n'en est rien pour le moment, parce qu'en fait, même Nicolas Sarkozy, il a dit très clairement qu'il est contre il ne s'agit pas ici du transfert du pouvoir budgétaire vers quelque autorité supranationale que ce soit. Il est absolument contre ça. Il y a vraiment, en ce moment, quand on parle... Oublions un moment, mettons à côté la Grande-Bretagne, mais on parle que des Européens à 17. Il n'y a pas de cohésion entre eux en ce moment, il n'y a pas de fédéralisme, il n'y a même pas la volonté... Donc la Grande-Bretagne le Royaume-Uni a raison de rester de son côté. On peut quand même exagérer l'écart parce qu'il y a autant d'écart parfois entre les Européens à 17 eux-mêmes qu'entre la Grande-Bretagne et l'Europe, parce qu'en fait, il n'y a pas de consensus en ce qui concerne combien est-ce qu'on garde notre propre souveraineté. Il y a toujours cette collision entre l'idée de garder la souveraineté de son pays en même temps qu'on cède à une autorité centrale à Bruxelles, l'autorité budgétaire, de revoir les budgets et de donner leur avis, leur conseil sur les budgets. Anne-Elisabeth, quand même là, les Britanniques nous ont quand même fait un pied de nez, le énième, on peut le dire. Est-ce qu'on peut imaginer que l'Europe, à l'avenir, ne leur fasse plus de cadeaux aussi Alors, d'abord, elle a déjà commencé, et puis... Une petite vengeance au bout. Le pied de nez, c'était pas ce que Cameron a fait l'autre nuit. Le pied de nez, c'est quand Osborne, il y a une semaine, dit l'euro
l'euro est en train de s'effondrer et la dette française est la prochaine à être dégradée. Alors ça, c'est vraiment le truc qui fait... c'est la prophétie qui se réalise automatiquement et donc ça a été vu comme une attaque absolument perfide et que la France n'ait pas envie de faire cadeau ensuite à David Cameron, c'est pas par hasard, c'est parce qu'ils nous ont fait baisser les marchés, ils ont fait baisser la crédibilité de la dette française. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais il faut aussi voir la question de politique intérieure en Grande-Bretagne. Je ne sais pas du tout si la coalition britannique qui est faite de libéraux-démocrates pro-européens et des conservateurs qui, comme on l'a dit, sont en train de devenir de plus en plus eurosceptiques va tenir. Si elle ne tient pas, David Cameron est obligé de faire une nouvelle élection générale, des élections législatives, et là, il peut espérer avoir une majorité absolue. À mon avis, c'est un pari difficile, mais c'est pas intenable parce que c'est très populaire ce qu'il vient de faire. Donc, il y a aussi tout un jeu bien classique de politique intérieure en Grande-Bretagne. Guillaume Clossat, qu'est-ce que ce refus britannique va changer concrètement pour le Royaume-Uni? Alors, David Cameron a dit aujourd'hui, devant les députés du Parlement, qu'ils vont pouvoir malgré tout conserver leur influence dans le processus décisionnaire en Europe. Est-ce que c'est le cas? Mais ça dépend par rapport à quoi, mais par rapport à l'intégration de la zone euro et des États qui voudront s'y associer, certainement pas. Certainement pas, et c'est exactement ce sur quoi il devrait avoir une influence, c'est-à-dire la réglementation financière qui pourrait être prise. Ils n'en ont pas. Mais ils n'en auront pas. C'est ça. Ça, ils ont eu. En essayant de garder, ouais. Et là, finalement, c'est un piège qui se referme sur lui. Mais comme vous l'avez dit très justement, il est pris dans un dilemme. Il a une opinion qui est vent debout contre l'Europe. Alors, il y a des choses justes, comme vous l'avez dit, qui ont été dites, mais l'Europe a quand même pas mal progressé. Depuis 4-5 ans, elle légifère beaucoup moins sur les détails. Enfin, il faut le dire, hein, l'Europe a un peu changé. D'autre part, il y a une attente. C'est vous qui le dites. D'autre part, on a marginalisé la Commission, et ça, c'est les États membres qui ont souhaité le faire. Et maintenant, on dit la Commission, et notamment ceux qui étaient contre la Commission. Ah ben, la Commission ne joue pas son rôle, elle est marginalisée. Donc ça, c'est quand même assez cocasse. Et les parlementaires européens, je suis désolé, mais les parlementaires européens ont un rôle qui est important de contrôle sur la Commission. Ils l'ont déjà renversée, donc ça veut dire qu'elle n'est pas si démocratique que ça. Les commissaires européens font des auditions devant le Parlement européen, ce qui est rare de la plupart des ministres des pays membres. Donc il y a un contrôle entre guillemets de compétences donc, a priori. Ils comprennent rien les Britanniques en fait. Non, mais sur beaucoup de points, la démocratie européenne, en tout cas le Parlement européen, a beaucoup plus de contrôle que l'ensemble des parlements nationaux sur leur propre démocratie. Donc il faut aussi, pas le Parlement britannique. Mais pas le Parlement britannique. Donc il y a une exception britannique. Et puis la dernière chose que Donald a dit, qui est très très juste, c'est que depuis 30 ans, M. Murdoch et sa presse, en lien aussi et en accord quelque part avec les gouvernements travaillistes comme conservateurs, qui étaient financés par M. Murdoch, ont joué à un jeu... Ils n'étaient pas financés par M. Murdoch, ils étaient soutenus par M. Murdoch, c'est entièrement différent. Ils étaient soutenus, mais plus que ça, vous voyez qu'il y a des hommes qui ont travaillé pour les deux, qui étaient... C'est pas financer quelqu'un, payer un salaire à quelqu'un. Anti-européens. On a vu, par exemple, on a vu dans le tabloïd peut-être le plus lu en Angleterre, The Sun, cette semaine, quoi. On a vu le titre Up Yours en anglais. Up Yours, c'est un peu comme allez vous faire voir, quoi. En français, quoi, pour l'euro. C'est un jeu de mots avec l'euro, mais à force de constamment... C'est comme ça. Oui, mais à force de taper sur l'opinion publique avec des titres pareils tous les jours, quasiment toutes les semaines, quelque chose. On entend très peu de choses positives sur l'Europe. On va faire une petite pause, Annelise, et ça sera votre tour. Ils sont très très lus, contrairement à la presse française. Ouais. Énormément lus. Voilà, c'est la pause. 4 millions de personnes en Grande-Bretagne. On reprend notre débat et surtout vous restez avec nous, Martha Andreasen, en direct de Strasbourg. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du débat. Le Royaume-Uni a dit non à l'Europe. A-t-il bien fait? Nous poserons encore la question à nos invités. À tout de suite.